Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde série d'interviews auprès d'acteurs majeurs de la publicité digitale en France. L'idée est de vous présenter les tendances pour l'année 2018 et faire un point sur ce qui s'est passé en 2017, juste avant l'ATS Paris qui aura lieu le 28 mars. Aujourd'hui, je reçois Philippe Framzel d'Adverline. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être là pour cette seconde vague de vidéos juste avant l'ATS Paris 2018. Avant de parler de 2018, on va parler de 2017. Mais avant de parler de 2017, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui tu es et ce que tu proposes. Donc moi je suis Philippe Framzel, je dirige la régie Adverline. Donc on est une régie externe. On fait de la vente de gré à gré, mais surtout aujourd'hui en programmatique avec une place de marché privée qu'on a créée qui s'appelle The Place to Bid. Place de marché qui s'est inscrite dans la lignée de la place média ou d'Audience Square, avec une différence fondamentale, c'est qu'on est à la fois la régie premium et la régie RTB. On a également une activité de retargeting dynamique, puisqu'on a une petite solution qui s'appelle Dynamo, qui est un peu une solution Criteo-like, avec aussi une différence fondamentale, puisque on se fait payer au lead et on achète au CPM. Et on a aussi une petite activité de training desk à travers une marque qui s'appelle M&Co, où pour le coup, on a un métier d'acheteur d'espace aux enchères. En gros, vous faites feu de tout bois, quoi. On touche aujourd'hui, c'est vrai que les frontières entre trading desk, régie, elles sont poreuses, on va dire. Donc, et puis, le fait d'être acheteur et vendeur, ça permet aussi de peut-être mieux voir ce qui se passe, d'être plus à même de voir ce qui est compliqué, ce qui n'est pas transparent. En tout cas, ça nous donne des éléments. Alors justement, sur l'année 2017, quelles ont été tes plus grandes observations et d'après toi, quelles seront les tendances sur 2018? Sur 2017, moi le fait majeur, la montée en puissance du programmatique, 60% du marché, nous on est à peu près à 70% aujourd'hui en termes de vente. Évidemment sur le programmatique, le phénomène le plus marquant pour moi, c'est l'avènement du header bidding et surtout la mise en place du first price. Donc nous on a adopté depuis le 1er septembre sur certains SSP et ça je pense que ça change la donne puisque j'aurais tendance à dire que le second price auction c'était un petit peu la porte ouverte à toutes les dérives et aujourd'hui je trouve qu'on arrive sur un marché plus transparent grâce au first price. Et tu peux donner des chiffres? En termes de progression, là on a mis le first price, on a eu pratiquement une montée en gamme des ICPM de l'ordre de 80%. Donc, ah oui, effectivement. On peut dire que le first price est favorable aux éditeurs, ça, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Donc vive le header bidding. Alors le header bidding, c'est un peu différent puisque finalement on essaie de chercher la meilleure impression dans chaque place de marché. Mais il a été un moteur. Chaque SSP, c'est un moteur. Il fait monter les prix, bien évidemment. Il y a quand même des travers sur le header bidding. On s'aperçoit que sur certaines natures d'inventaire, parfois on perd de l'inventaire, puisque finalement le temps d'appeler toutes les bourses électroniques, on n'a pas le temps, l'internaute est parfois parti. Donc le header bidding, évidemment, c'est un plus, mais je pense qu'il y a encore des améliorations à trouver pour que il faut bien gérer la vitesse de chaque SSP en fait pour pouvoir bien travailler sur la vélocité de chacun de ces SSP et de tes différents partenaires en termes de wrapper, sans trop entrer dans des détails purement techniques. Exactement. Mais justement, toi sur 2018, qu'est-ce que tu vois avec justement cette arrivée de nouvelles opportunités via un changement de modèle quant à la mise à disposition des inventaires? Qu'est-ce que tu vois sur 2018? Je pense que la tendance de fond, c'est le first price va être adopté par la plupart des acteurs, la plupart des SSP, donc ça change quand même la donne, c'est-à-dire que l'acheteur qui enchérissait à 100 pour finalement acheter à 2, c'est plus possible, s'il enchérit à 100, il va payer 100. Donc ça me paraît être quand même un atout très important parce que finalement, déjà, celui qui enchérit le plus cher est sûr de gagner l'impression, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien système auparavant. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même encore des améliorations à trouver parce que si on fait des analogies avec la bourse, ce qui est quand même très curieux sur notre marché, c'est que finalement on enchérit sur un prix de base qu'on ne connaît pas. Et je trouve ça assez étonnant. Et je me dis pourquoi demain ne serions-nous pas capables d'enchérir sur une impression avec un prix affiché de la précédente impression comme ça se passe en bourse. Quand on va acheter Facebook en bourse, c'est coté à 180 $, on le voit juste avant. On pourrait avoir un carnet d'ordre d'ailleurs. Donc
je pense qu'on peut aller vers ce progrès-là. Et là, ça changerait évidemment la donne parce qu'on parlerait de vrai trading à l'instar de ce qui se passe en bourse. Alors justement, c'est bien parce que ça fait une sorte de transition avec mon autre question qui touche à la maturité du marché français. Donc beaucoup d'innovations, parfois on s'y lance un peu tête baissée sans trop savoir ce que ça va donner. Mais en gros, justement, puisque comme je disais tout à l'heure, tu fais feu de tout bois avec différentes activités autour du programmatique, c'est quoi ton ressenti en termes de maturité ? Je pense qu'il y a une grande maturité quand même des différents acteurs. Alors on peut sur le first price, second price, c'est vrai qu'il y a peut-être encore des choses à apprendre dans certaines structures, mais je pense qu'il y a une grande maturité, y compris chez les annonceurs aujourd'hui. Bon, on le voit, si on n'est pas à 60% de programmatique par hasard, la tendance de fond qu'on entend souvent comme discours dans les agences médias, c'est d'aller vers 100% programmatique en 2020. Donc je pense que la maturité, elle est là sur le programmatique. On n'est pas au démarrage. Alors justement, dans cette partie maturité, tu as évoqué les annonceurs. Et on voit que les annonceurs sont de plus en plus partisans d'une maîtrise de leur stratégie d'achat programmatique, mais pas que d'ailleurs. On parle de désintermédiation. Qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène ? Alors, il y a effectivement quelques annonceurs qui créent leur training desk interne, comme il y a une époque, il y avait des cellules médias chez des grands annonceurs qui avaient été créées. Je ne sais pas si on pense à des gens comme L'Oréal Média ou Spedic. Bon, on voit que depuis, elles ont un peu disparu. Est-ce que c'est une tendance de fond ? Moi, ce que je trouve très compliqué, je trouve que le trading, pour en faire un peu, c'est un vrai métier. C'est compliqué de savoir où bien acheter l'inventaire, la fluidité des tuyaux, quel prix indiqué. On peut se dire qu'un acheteur qui est en interne chez l'annonceur, il saura peut-être acheter toutes les campagnes de l'annonceur, mais finalement, il travaillera sur une seule gamme de produits. Et donc, dans quelle mesure, à un moment donné, il ne va pas être un peu perdu sur les notions de prix ? Est-ce qu'il ne va pas se faire distancer ? C'est une vraie question. Moi, je pense que ça reste un vrai métier. Et certes, il y aura des cas où des annonceurs ont envie de le faire en interne, mais je ne suis pas sûr que ce soit une tendance de fond. Alors, toujours sur les annonceurs, et pas que d'ailleurs, mais ça a été remonté pas mal par eux, mais aussi par d'autres acteurs, c'est tout ce qui tourne autour de la transparence. Tu as évoqué ce mot aussi tout à l'heure, mais également la fraude. Comment aujourd'hui, Adverline, The Place to Bid et les autres entités du groupe, vous faites pour affronter ces deux thèmes ? On a fait auditer notre inventaire par des acteurs de visibilité. Donc, ce qui nous a permis de voir en fait quel était le taux de fraude, donc il est quasi inexistant sur les sites qu'on gère. Moi, la fraude, je trouve qu'on en parle beaucoup, c'est un peu anxiogène pour les annonceurs. Je pense que si les annonceurs demandaient à leur trading desk ou à leurs agences médias d'enchérir finalement sur tous les sites qui sont dans les régies de qualité, régies de grands médias ou régies externes, je pense qu'il n'y aurait pas trop de problèmes. Donc on parle beaucoup de ça. Je pense qu'on demande beaucoup aux médias Internet. Et je vois, il y a des labels qui se créent pour demander encore plus de choses, de contraintes sur ce média. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être en parler un peu moins, parce qu'on n'aide pas vraiment l'industrie à mon sens, sachant que si on parle aussi de visibilité, nous on a fait auditer notre inventaire, j'entends parfois des annonceurs qui disent on veut avoir 80% de visibilité. Moi j'ai 80 sites en régie, je pense que j'en ai aucun qui répond à ce critère. Et pourtant, on a des sites de qualité, avec des taux de clics intéressants, avec de la transformation. Donc, on ne demande pas 80% de visibilité à une annonce presse, à un spot télé, à un spot radio. Voilà, donc ne demandons pas trop de choses à Internet. Alors justement, on ne demande pas trop de choses à Internet. C'est ton leitmotiv et je pense qu'on est tous d'accord pour adresser ce leitmotiv pour aussi l'efficacité des campagnes des annonceurs également. Et justement, puisque je parle d'efficacité des campagnes, on voit de plus en plus une volonté à la fois des régimes mais aussi des annonceurs et des agences et trading desk de produire ce que l'on appelle des deal ID. Qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène, de cette inflation de deal ID ? Le deal ID, nous, ça représente 60% de nos ventes, donc on y est habitué. Je pense que c'est cohérent parce que finalement, on peut refaire du media planning à travers le programmatique, donc pour accéder à un inventaire spécifique, une thématique ou un format spécifique, évidemment, il y a un prix différent, donc ça nécessite de passer par un deal ID.
Donc moi je pense que l'avènement le Deal ID va continuer à progresser. Alors on est assez avancé en France, hein, pour avoir discuté avec certains confrères étrangers, je pense que dans certains pays on est plutôt à un taux de 30% de Deal ID. Nous on est à 60%, j'ai pas en tête la moyenne marché français, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont autour de 50-60%. Donc le Deal ID, c'est quand même une assurance de savoir là où on tourne. Et puis, c'est aussi un prix de base qui, côté éditeur, correspond à une réalité, soit d'inventaire, de nature d'inventaire ou de format. Donc ça a du sens de ce côté-là. Merci Philippe. Je t'en prie.